Bonjour, je suis donc le docteur Anne-Sophie Lia. Je travaille à la faculté de médecine à l'Université de Limoges dans l'équipe NEURIT pour neuropathie et innovation thérapeutique. Donc, je vais vous présenter aussi aujourd'hui des travaux de recherche que nous réalisons dans notre équipe et qui ont été soutenus financièrement par l'ANR et la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ces travaux se nomment stratégie thérapeutique à base de molécules de translecture pour les patients CMT ayant des mutations STOP. Donc, notre objectif, donc nous travaillons sur des maladies génétiques et notre objectif, c'est de mettre en place des modèles cellulaires pour pouvoir mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques qui sont impliqués dans des maladies génétiques et pour essayer des stratégies thérapeutiques sur ces modèles cellulaires pour au final pouvoir soigner les patients. Donc, je vais vous faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu, déjà, tout à l'heure. La cellule, donc contient, de l'information génétique et cette information génétique correspond à des gènes. Donc ces gènes, c'est comme une recette pour la cellule pour fabriquer quelque chose. Donc ces gènes vont avoir un start, un point de démarrage et puis un stop, un point final. Donc ces gènes sont sur l'ADN, la cellule, pour pouvoir fabriquer, quelque chose à partir de ces gènes, elle va fabriquer une copie qu'on appelle ARN et cet ARN va ensuite être lu par la cellule, par des ribosomes pour fabriquer une protéine et cette protéine va ensuite avoir sa fonction dans la cellule. Quand il y a des mutations sur ce gène, donc par exemple ici un stop prématuré, la cellule, va se rendre compte qu'il y a ce problème. Elle va quand même faire, la transcription, donc la copie de ce gène en ARN et le défaut est toujours présent donc sur l'ARN et là, par contre, la cellule ne va pas pouvoir lire correctement cet ARN et on ne va pas avoir de protéines fonctionnelles et donc pas de protéines fonctionnelles et la cellule va avoir, des problèmes pour fonctionner. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une neuropathie qui est sensitivo-motrice. Et il y a deux principaux types cellulaires qui sont touchés. Donc on va avoir les neurones qui vont être touchés et on va aussi avoir les cellules de Schwann. Ce sont des cellules qui entourent les prolongements des neurones qui peuvent aussi être touchées. Alors, on dit la maladie de Charcot-Marie-Tooth, mais on devrait plutôt dire les maladies de Charcot-Marie-Tooth parce qu'il y a plus de 100 gènes maintenant qui sont connus pour être impliqués dans cette maladie. Nous, au laboratoire, on s'intéresse à deux de ces gènes plus spécifiquement pour commencer. Le gène GDAP1 qui est impliqué plus dans les formes axonales, donc celles qui touchent les neurones, et puis le gène SH3TC2 qui est impliqué dans les formes démyélisantes qui touchent les cellules de Schwann. Ce qui est important de noter, c'est qu'on va avoir de nombreux gènes parmi les gènes de Charcot-Marie-Tooth qui peuvent être touchés par les mutations STOP qui nous intéressent plus spécifiquement et on va le voir un peu plus amplement dans un instant. Nous travaillons donc sur une maladie qui touche les nerfs, mais on ne peut pas prélever les nerfs directement chez le patient dans leur totalité. Donc, l'idée que nous avons eue au laboratoire, c'est de recréer des nerfs en boîte avec une méthode standard et aussi avec une stratégie nouvelle qu'on appelle CRISPR-Cas9, les petits ciseaux qui sont sur le côté. On va y revenir dans un instant. Donc là, je vais vous présenter dans un premier temps comment on a recréé nos modèles. Donc, ce sont ici les étudiants qui ont participé à ce projet. Et puis, vous avez, devant vous un rappel du développement, embryonnaire fœtal et puis jusqu'à arriver à un individu adulte et chez un individu adulte on va avoir, des cellules qui sont ce qu'on appelle différenciées, donc des neurones et cetera et cetera. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement ces neurones, mais on ne peut pas les prélever. Donc on va utiliser au laboratoire, on a utilisé une technique qui a été, nobélisée en 2012, une technique, inventée par le professeur Yamanaka et son idée, en fait, c'était de partir de cellules différenciées, de mettre un petit cocktail particulier
sur ces cellules différenciées qui étaient en culture, donc là, par exemple, des cellules de la peau, et de leur faire croire qu'elles reviennent à un état de ce qu'on appelle cellules souches. Donc ce mécanisme, ce passage, ça permet de fabriquer des cellules souches induites à la pluripotence, qu'on appelle des cellules iPS. Donc ça, on sait le faire au laboratoire à Limoges. Et ensuite, comme on veut fabriquer des neurones, on a mis en place des protocoles pour, à partir de ces cellules souches induites à la pluripotence, pouvoir les transformer en neurones. Et on a ensuite mis un autre protocole en place pour aussi, les différencier en cellules de Schwann. Donc, si je commence, sur, les premiers patients et individus, pour lesquels on a recréé des IPS, on a fait cette opération pour 5 contrôles et puis pour, un patient, qui avait une mutation homozygote sur le gène GDAP1, une mutation STOP, et pour un autre patient avec une mutation sur le gène GDAP1 aussi, une autre mutation STOP. Donc, on a réussi à recréer des IPS pour ces 7 individus et puis on les a transformés en motoneurones, sans difficulté. Donc là, ce que je vous présente ici, cette image, c'est une image de neurones en boîte. C'est une photo, qu'on a faite au laboratoire et à partir de ces neurones en boîte, on a pu comparer les contrôles et les patients GDAP1 et mieux comprendre la physiopathologie qui est impliquée dans cette maladie. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout rentrer sur, la physiopathologie, mais juste sur la création des modèles et puis ensuite sur l'approche thérapeutique. Mais en tout cas, sachez, que ça nous a permis de mieux comprendre ces mécanismes. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle est très longue, puisqu'il faut au moins 6 mois, pour créer chacun, des types cellulaires. Donc l'idée pour continuer, ce travail, c'était de trouver une approche qui était plus rapide et on voulait aussi créer des modèles, nouveaux avec des mutations nouvelles impliquées, dans des défauts des cellules de Schwann. Donc l'idée, c'était, d'utiliser la stratégie des ciseaux moléculaires qui s'appelle la stratégie CRISPR-Cas9 et ça, c'était fait en collaboration avec notre collègue de Bordeaux, Béatrice Turc et puis, ce projet a été réalisé par une de nos étudiantes en thèse, Camille Lauré. Donc l'idée ici, c'est de ne pas faire toutes les premières étapes et de partir directement des cellules souches de contrôle, les cellules iPS de contrôle, et puis d'utiliser cette stratégie des ciseaux moléculaires pour créer bien spécifiquement une mutation sur ces IPS contrôles afin d'avoir des IPS mutés. Et une fois qu'on a réussi cette étape, on peut ensuite différencier soit en neurones, soit en cellules de Schwann, selon ce qui nous intéresse et le gène qu'on étudie. Donc l'idée, c'est d'être plus rapide, puisqu'on mettait 6 mois avec la première stratégie. Là, avec cette stratégie-là, en 1 mois, on peut avoir facilement nos cellules mutées. Et puis aussi, on va avoir le même fond génétique. Ça veut dire que nos cellules contrôle, elles vont différer des cellules mutées juste par la mutation, que l'on a introduite et tout le reste est identique. Donc les différences qu'on va observer, elles vont vraiment être liées à la mutation. Donc on a suivi ce protocole et on a réussi à recréer des modèles 2 modèles, nouveaux pour, le gène SH3-TC2 avec à chaque fois, des mutations stop qui étaient présentes. Donc là, je vous présente ensuite la différenciation en cellules de Schwann qu'on a réussi à mettre en place au laboratoire. Et pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a trouvé des mécanismes physiopathologiques impliqués dans les mutations liées au gène SH3-TC2. Donc là, je vous ai présenté la création des cellules iPS, je vous ai montré la différenciation, qu'on est capable de, regarder la physiopathologie. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces modèles pour, tester des approches thérapeutiques? Donc un petit rappel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la cellule, elle va fabriquer une copie, du gène et puis on va avoir, un ribosome qui va lire cet ARN et fabriquer la protéine. Là, vous avez vu que, systématiquement, je vous ai présenté des mutations stop prématurées sur les gènes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des mutations stop prématurées? Eh bien, comme vous le voyez, en fait, le ribosome va s'arrêter au premier stop, donc sur la mutation, stop prématurée
Et dans ce cas-là, il ne peut pas lire l'ARN en entier, il va fabriquer une protéine qui va être plus courte que la protéine normale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on a un codon stop prématuré, c'est que la cellule va essayer de se débarrasser des ARN qui ont ce codon stop prématuré pour ne pas fabriquer de protéines qui soient non fonctionnelles. Et donc, elle met en place un système qui s'appelle NMD, pour Nonsense Mediated Decay. Et le rôle de ce système, c'est de manger, de dégrader les ARN qui contiennent ces codons stop prématurés. L'objectif pour la cellule, c'est qu'elle préfère ne pas fabriquer quelque chose plutôt que de fabriquer quelque chose qui pourrait être toxique ou apporter un défaut à la cellule. Donc voilà, il y a ces deux points qui fonctionnent dans la cellule. Et donc, les approches thérapeutiques qu'on peut imaginer, c'est première approche, utiliser ce qu'on appelle des molécules de translecture. Ces molécules de translecture, ce sont des molécules qui vont cacher les codons stop, en quelque sorte, les transformer en céder le passage. Donc, le ribosome, au lieu de s'arrêter, il va continuer la lecture de l'ARN et fabriquer une protéine. La deuxième stratégie, ça serait d'utiliser des inhibiteurs du NMD. Donc, ces inhibiteurs du NMD empêcheraient le système NMD de dégrader les ARN qui ont des codons stop prématurés. Et puis, la troisième approche, ça serait d'utiliser des molécules ou une combinaison de molécules pour que ces deux activités soient présentes. Donc, il existe déjà des molécules comme le G418 qui ont ces deux activités. Donc, le G418, c'est un antibiotique, mais on ne peut pas le donner en continu chez les patients puisqu'il a des effets toxiques très forts au niveau du nerf auditif et aussi au niveau du rein. Donc, c'est un médicament qu'on ne peut pas donner en continu, donc on ne peut pas l'utiliser pour soigner les patients. Par contre, notre collègue, docteur Lejeune de l'Institut Pasteur de Lille, a identifié des nouvelles molécules et on va s'intéresser plus spécifiquement dans cet exposé à l'amlexanox, qui est une molécule repositionnée qui servait initialement pour traiter les aftes. Et donc, lui, il a montré que cette molécule avait cette double activité de translecture et d'inhibiteur du NMD. Donc, nous l'avons contacté et nous lui avons proposé, donc c'est un de nos partenaires de l'ANR, de tester cette molécule sur nos modèles cellulaires. Et donc, je vais vous présenter, donc ça c'est le travail de Nesrine Ben Slimane et de Camille Lauré, et je vais vous présenter des résultats que nous avons publiés l'an dernier sur les effets de l'amlexanox. Donc, dans la première partie de l'image, je vais vous montrer les résultats sans traitement. Et puis, dans la deuxième partie de l'image, je vais vous montrer les résultats avec traitement avec l'amlexanox. Donc, ici, nous sommes partis de neurones GDAP1 qui avaient une mutation stop sur le gène donc GDAP1. Et en bleu, ce que vous voyez, c'est le cœur des cellules, le noyau des cellules. Et puis en rouge, si vous voyez du rouge, c'est qu'il y a expression de la protéine GDAP1. Donc, dans cette partie sans traitement, on voit qu'il y a très peu de rouge, ce qui est normal, hein. On a ce codon stop, donc on a peu de protéines d'exprimer. Et puis de l'autre côté, avec traitement, vous voyez qu'on a de nouveau du rouge qui s'exprime, donc la protéine GDAP1 qui s'exprime. Et on a fait des tests complémentaires pour vérifier qu'elle était bien fonctionnelle, cette protéine. Donc sur le côté à droite, en noir et blanc, vous voyez une image d'un compartiment de la cellule qui s'appelle la mitochondrie, qui est touchée quand on a des mutations sur GDAP1. Et lorsqu'on a le traitement avec l'amlexanox, eh bien, cette mitochondrie retrouve sa fonction normale. Donc, c'est très positif. Donc, voilà, on a vu que d'un point de vue thérapeutique, nos modèles cellulaires peuvent être utilisés pour pister de nouvelles approches thérapeutiques. Donc, quelle va être la suite? Ces molécules, les premières qu'on a identifiées pour avoir un effet sur nos cellules, nous allons maintenant les utiliser pour les essayer sur des modèles murins. Nous avons aussi actuellement en place au laboratoire, donc c'est le projet de Camille Scherrer,
donc la mise en place d'un modèle 3D qui associerait donc les nerfs, les cellules de Schwann et aussi les muscles, puisque les nerfs vont activer les muscles, donc des cellules musculaires. Donc son projet, c'est de recréer cette jonction neuromusculaire dans des boîtes pour pouvoir étudier, bah, pareil, la physiopathologie, et puis pour essayer des approches thérapeutiques dessus sur un modèle plus complexe. Et le but, c'est de limiter l'utilisation des animaux. Et puis, bien sûr, pardon, nous continuons à screener d'autres molécules avec déjà au moins une supplémentaire qui a été identifiée et avec l'objectif, hein, final pour toutes ces molécules de pouvoir, dès que possible, proposer un essai clinique chez les patients. Voilà, donc j'espère, que mon exposé a été clair. Je vous remercie, pour votre attention et puis, vous avez une photo ici, des différents membres de l'équipe qui ont participé, à ce projet et je vous souhaite, je vous dis merci, pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions.